Paprec, entreprise pionnière dans la diversité en entreprise, est le partenaire de cette saison de Navigante. Un partenaire qui, depuis toujours, a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est dans cette optique que l'entreprise est engagée auprès de la filière d'excellence qu'est le circuit Figaro-Beneteau. Elle est en effet partenaire titre de la Transat Paprec, exclusivement ouverte au duo mixte et qui a reçu le prix Or de meilleur supporter au service du sport féminin lors du Grand Prix du sport business 2025 de la solitaire du Figaro Paprec et du défi Paprec, marchepied vers ce circuit Figaro-Beneteau qui a formé les meilleurs, dont Johan Richaume, double vainqueur de la solitaire du Figaro Paprec, qui, de nouveau sous les couleurs de Paprec, repart pour une campagne de Vendée Globe avec un IMOCA neuf en 2027 et un objectif de victoire en 2028. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Sailors, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, un studio de production de contenu, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Attention, légende. Oui, notre invitée est une vraie légende de la voile française, une référence en tout cas. Vive, franche, talentueuse, investie, entière et passionnée. La mer a toujours été son terrain de jeu dès l'enfance, à La Rochelle, et puis partout en Europe, à suivre son illustre père, Michel, figure emblématique du nautisme. Elle aurait pu n'être que la fille d'eux, la sœur d'eux, son frère lui-même, grand architecte naval, mais on ne peut pas dire qu'elle soit du genre passif. Elle a tracé sa route, s'est fait son prénom, d'abord sur Obélix, son optimiste, et puis après en 4-20, en 4-7, et puis sur tout type de bateau, et en match race notamment, une sorte d'électron libre qui goûte et touche à tout. Elle a navigué en équipage, en double mixte, très tôt, et beaucoup d'ailleurs, et autant vous dire qu'elle a à dire sur le sujet du genre dans la voile. Ça tombe bien, vous me direz. Elle est devenue une régatière 3 fois championne du monde, une circumnavigatrice aussi sur la Whitbread puis la Volvo Ocean Race. Elle a une histoire particulière avec les Jeux Olympiques qui se sont refusés à elle, malgré son immense palmarès. Pas du genre non plus à mettre ses pieds dans la même botte. Navigatrice, oui, mais aussi journaliste, experte maritime et fondatrice de la société de prestation de services et événementiels Waypoint. Elle a aussi été directrice de course du Tour de France à la voile, participe au Festival du film d'aventure de La Rochelle. Elle est active, toujours. Son visage et sa silhouette ne changent pas et renvoient toujours cette belle énergie qu'est la sienne, même si on est quand même toujours un peu impressionné par son aura et l'histoire qui l'entoure. Elle aurait aussi pu dire que tout ça était impossible avec son problème de hanche décelé dès la naissance. Mais on vous a dit, pas du genre à attendre que ça se passe. C'est une femme libre, sans nul doute, précurseur, évidemment. Alors aujourd'hui, elle est un peu enrhumée, sa voix est un peu cassée, mais elle est notre invitée. Christine Briand est aujourd'hui dans Navigante. Bonjour Christine. Bonjour Hélène, c'est vrai que j'ai un petit peu une voix cassée, mais ça va, j'ai pas fait la fête toute la nuit, hein, ça va, c'est juste un gros rhume, hein. T'es du genre à faire la fête toute la nuit encore? Non, non, bah, j'aime bien faire la fête. Après moi j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, hein, mais je pense qu'on peut faire la fête sans ces artifices-là, mais ça m'arrive, mais rarement, on va dire. Comment est-ce que tu... Alors, à part cette voix cassée et ce rhume enquiquinant, comment est-ce que tu vas, Christine? Ça ressemble à quoi tes journées en ce moment? Eh bien, mes journées en ce moment, sont un petit peu moins actives au niveau professionnel qu'il y a quelques années, parce que je travaille toujours, mais on va dire un petit peu moins.
au niveau du tracking Métacel et Peters Mate, transport maritime, moi, je travaille surtout sur mes clients, en fait, sans forcément, passer beaucoup de temps sur les recherches qui sont parfois infructueuses donc mais autrement, je passe pas mal de temps, sur l'eau, enfin évidemment, hein, le week-end ou même un petit peu en semaine à La Rochelle, hein. Voilà et après j'ai une vie un peu comme tout le monde, hein. Je m'occupe de ma santé, je m'occupe de ma maison, de mon boulot, de mes amis, voilà. Ça ressemble à quoi une journée, à la Christine Briand? C'est une journée, 100 active? Tu es pas du genre à te poser dans ton sofa? Non, hein? Incapable de le faire, mais c'est même parfois je me dis que c'est stupide quoi, mais je suis incapable en semaine par exemple, mais même le week-end, hein, de prendre un bouquin et de me dire: «L'après-midi je vais lire pendant 1 heure». J'en suis incapable, c'est assez familial je crois. On a toujours été comme ça, moi j'étais un peu élevée comme ça, mais je ne peux pas et c'est marrant parce qu'au moment du covid, je me suis dit, en covid on était obligés en fait de rester chez nous et j'ai passé évidemment des journées comme tout le monde chez moi à m'occuper de mon jardin ou à bouquiner pour le coup parce qu'on n'avait pas forcément grand chose à faire et c'est quelque chose que je me suis permise avec plaisir, alors que quand je sais que les autres à l'extérieur font quelque chose ou naviguent ou autre, je suis incapable de C'est retourner. insupportable. Ah, c'est insupportable et là, je me suis dit: «C'est idiot», mais bon, c'est comme ça. Mmh. Bah, non, c'est comme ça effectivement. Ouais. Christine, on va revenir au tout début. Ça a commencé comment ton histoire d'amour, avec la mer et avec la voile? Forcément, on pense à ton papa. Bah, moi, je pense que c'était intra-utérin parce qu'en fait, mon grand-père un peu, mais mon père était un des premiers régatiers français, hein, avec le 5 au 5 entre autres. Papa avait fait des études de notariat avant de mal tourner dans la voile. On a champion du monde de 5 au 5 où il avait rencontré Rolly Tasker qui, à l'époque, était un des premiers voiliers régate, on va dire. Ça commençait un peu là, c'était un peu plus que la plaisance, parce qu'avant il y avait des voiliers qui faisaient des voiles, pour les pêcheurs, pour les plaisanciers qui existaient à cette époque-là. Mais donc il a, décidé de créer, le groupe, Tasker Europe qui s'est étendu au-delà de la voilerie parce que ça fabriquait des mâts, ça c'était, l'importateur Arken, Windex et compagnie et en fait, nous, tout petits, mon frère et moi, nos parents nous emmenaient en championnat, en tout cas en Europe, hein, donc on allait dans la voiture familiale, la 404 et on allait avec le 5 au 5 derrière à ski yachting à Cannes, à Bassivière, donc je pense que déjà, oui, dans le ventre de maman, j'ai Mmh. voyagé un petit peu et puis, après on a fait tous les championnats, où on suivait les régates, voilà. Et donc, moi c'était naturellement, très ancien en fait. Ça fait toujours partie de ma vie et j'ai toujours entendu parler bateau. Est-ce que tu te souviens de tes premiers bords à toi? Alors mes premiers bords à moi, ouais, je crois parce qu'en fait, alors déjà il y avait les 3 premiers optimistes français, hein. Il y Alors avait Obélix, Astérix et Idéfix, c'est ça? Non, mais c'était pas les miens, en fait, c'était pas, c'était mon frère, hein, c'était le petit Mallard du chantier Mallard et le petit Harrier du chantier Harrier à l'époque et donc ils étaient tous les 3 dans la baie de La Rochelle et après Philippe, en grandissant, a voulu faire de l'Europe, du mote Europe, donc moi, il m'a passé l'optimiste hein, et moi, j'ai commencé à naviguer en optimiste sous la surveillance et sous l'expérience de Claude Harley, qui avait tous ces petits poussins dans la baie de La Rochelle où il y avait Xavier Philippon, Jean Saucet, et voilà, on a navigué à ce moment-là et moi j'ai récupéré Obélix, ouais et donc voilà, moi c'était mes premiers bords, c'était sur Obélix, avec Claude Harrier et maman aussi qui avait une vedette à l'époque, une petite vedette pour nous surveiller et qui surveillait, mon frère quand il était sur l'eau tout seul ou un peu moi parce qu'on était petits quoi et qu'il y avait pas forcément tout l'encadrement, qu'il y avait pas l'encadrement du tout qui existe actuellement. Il y avait pas les écoles de voile avec les optimistes donc voilà, mes premiers bords c'était en optimiste, ouais. J'aimerais bien que tu reviennes sur quelque chose qui est peut-être, tu vas peut-être trouver ça un peu bizarre comme question, mais pour que peut-être les plus jeunes qui nous écoutent comprennent quand tu dis, ton papa c'était un des premiers régatiers, toi, tu faisais de l'optimiste où il y avait 3 optimistes, qui existaient. Ça ressemblait à quoi le paysage, on va dire, à l'époque justement? Bah, à l'époque, le paysage, c'est vrai qu'il y avait, le début de la plaisance, hein, l'explosion de la plaisance, hein, à ce moment-là, les premiers salons nautiques, les premiers vraiment industriels de la voile, les chantiers, les Hamel, les Dufour,
les Mallards, les premières voileries comme la voilerie Tasker, c'était, c'était une effervescence, hein, moi je pense, parce que ça commençait à bouillonner un peu de partout, des envies, des gens qui voulaient régater, les Marcel Buffet, mon père et tout ça. Les Le Herf, les Troupel, les Bergouët, enfin tous ces gens-là, ils commençaient à émerger et il y avait je pense, ouais, une effervescence de la régate et moi quand j'étais plus jeune, il y a eu la création de la Semaine de La Rochelle par exemple, avec entre autres papa et Bertrand Chéret, où les Semaines de La Rochelle, il faut s'imaginer qu'il y avait 1000 bateaux, hein, il y avait 1000 dériveurs qui étaient dans la baie de La Rochelle, avec parfois 2 rangs de 470 ou de 420, avec 100 bateaux sur chacun des ronds. On peut pas imaginer aujourd'hui qu'il y ait des régates de 100-420 ou 100-470, il y a des optimistes en fait, hein, qui ont heureusement pris un peu ce relais au niveau du nombre, mais il y avait, une explosion en fait du dériveur qui malheureusement a un peu évolué depuis, mais enfin malheureusement ça les bateaux ont changé, il y avait eu beaucoup plus de séries et cetera, mais il y avait, une espèce, ouais, d'effervescence, d'explosion de l'envie d'aller sur l'eau et de régater, ouais. Et toi, tu as été piquée par le goût de la compétition, le goût de la voile, à quel moment et comment? Bah, je pense que c'est plus le goût de la compétition, au sens propre, je pense, hein, parce que ce soit à l'école, en jouant aux dames ou au Monopoly. Mais, heu, mais je pense que c'est un peu familial, cet esprit de compétition qui nous a été sans doute, inculqué par, notre père, même si ça a pas du tout été, moi j'aurais pas voulu faire de bateau, j'en aurais pas fait, hein. J'avais aucune Pression? exigence, ouais, Ouais. aucune pression de la part de mes parents, hein, franchement pas. Mais, non, moi l'envie de voyager, parce qu'en fait, toute petite, j'ai énormément voyagé grâce à mes parents. Et c'est toujours quelque chose que j'adore et je pense que moi, c'est une de mes motivations, sur les championnats d'Europe, du monde, 4-20, 4-7 et tout, de savoir que tel championnat allait être au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande. C'était une vraie motivation pour moi d'aller sur l'eau m'entraîner en plein hiver, sachant qu'après on allait aller, en Nouvelle-Zélande, au Mexique. Je pense que le voyage, la compétition, mais le voyage était une vraie motivation. Ça forge, quoi comme genre de caractère justement, d'avoir pu voyager toute petite, d'avoir, suivi en fait, les parents et puis après, voilà, ado et un peu plus grande qu'ado, d'avoir voyagé dans le monde entier ou dans l'Europe entière? Parce que je crois en plus que tu voulais pas trop que tes parents, soient là. Tu étais bien, indépendante, toute seule, avec tes copines et tes copains, quoi? Oui, oui, c'est sûr que sur les championnats, à partir du moment où on a pu partir avec des entraîneurs ou en 4-20 par exemple, moi c'est vrai que je souhaitais être, être toute seule, non évidemment avec mes copains, mais Bien sûr. c'était pas avoir des parents, bon de toute façon papa c'était pas trop son truc, maman aurait pu, aurait voulu. Mais moi, je préférais être au camping, c'est un peu la révolution à l'époque, pour moi. Je préférais être au camping, avec ma tante et mes copains autour, après ça forge une certaine ouverture d'esprit, hein, je pense de voyager. Enfin, je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein, de toute façon de voir, d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues, une autonomie. Le bateau, je pense que c'est un vrai vecteur d'autonomie parce que son bateau, faut qu'on s'en alors moi, j'estime qu'il faut s'en occuper. Je pense qu'il y a des entraîneurs ou des encadrements qui sont parfois, trop, maternels. Je pense que c'est une école d'autonomie, la voile, de débrouillardise, hein. Quand vous avez un problème, c'est un sport mécanique aussi, hein, donc il faut quand même savoir avoir un bateau qui soit en bon état, qui soit, s'il y a du bricolage à faire, ben il faut savoir le faire, en tout cas un minimum, hein. Donc je pense que c'est une école d'humilité, une école d'autonomie, de débrouillardise, de compétition évidemment, je trouve que c'est une belle école. Et quand tu es sur l'eau, qu'est-ce que tu ressens? Alors, il y a sur l'eau et sur l'eau. Moi, j'aime bien être sur l'eau, mais j'aime être surtout sur l'eau en régate parce que, Et on a bien compris la compétitrice que tu es, hein, et que tu demeures. mais en fait, moi, quand les gens, j'ai des amis qui connaissent pas grand-chose à la voile et qui comprennent pas vraiment, ce qu'est une régate et en fait, moi, quand on me demande pourquoi je vais sur l'eau, c'est vrai que j'aime bien être sur l'eau, mais en fait, pour moi, la voile, c'est avant tout un jeu. Moi, j'y vais pour jouer parce que j'estime que c'est un des rares sports qui est, comme on l'a dit, qui est mécanique, qui est un peu physique évidemment. Ça dépend du support et du bateau, mais enfin du poste, mais pour moi, c'est essentiellement stratégique et tactique et c'est un jeu qui est très complexe,
qui demandent énormément d'expérience et c'est pour ça que l'on trouve des gens, qui sont, seniors et qui peuvent être champions du monde de leur catégorie, comme Santiago Lange, aux Jeux à Rio, par exemple, qui était le Ouais, plus vieil athlète des Jeux, en Accra. Mmh. en Accra, avec ses enfants qui couraient, eux aussi en 49er. Et comme le disait dernièrement Laurent Hay dans Voile et Voilier, je pense que la voile permet d'avoir c'est un sport qui a une incroyable, comment on dit? Durabilité quoi, en fait et c'est Longévité, tu peux ouais, longévité, ça ouais et c'est vrai qu'on peut trouver des personnes, seniors qui dans la mesure où ils ont le poste adapté, c'est souvent donc barreur ou tacticien, sont parmi les meilleurs parce que ça demande énormément d'expérience et donc moi sur l'eau, je vais jouer moi. Moi, je vais jouer. alors tu vas jouer en optimiste, bien sûr et puis, assez rapidement en 4-20. Ça ressemble à quoi ces années-là? Et puis, c'est des années, en mixte aussi pas mal, hein? Oui, alors c'est vrai que, par le fait du hasard, en fait, mon frère, Philippe, qui faisait de l'Europe après l'Optimist, a voulu faire du 420. Il a demandé à sa sœur de l'équiper. C'était pas forcément une bonne idée parce que Philippe était déjà avait un bon niveau, en dériveur alors que moi j'étais un peu débutante et que les postes étaient pas très logiques parce que lui était barreur et moi j'étais équipière et que pour des problèmes de gabarit et tout, moi je trouvais qu'en tout cas c'était pas très logique. Mais tu avais pas ton mot à dire sur inverser les rôles? Non, peut-être pas, la petite sœur, puis moi j'avais pas du tout le niveau, hein, donc mais bon assez rapidement, Philippe s'est rendu compte qu'il valait mieux qu'il reprenne son Europe et donc moi j'ai récupéré le 420, j'ai quasiment pas fait d'optimiste en fait moi et j'ai récupéré le 420 à la barre, et là, il faut imaginer qu'à l'époque c'était mixte, essentiellement mixte, hein, enfin mixte, open on va dire, hein, parce que c'est chacun faisait ce qu'il voulait et que les rares équipages mixtes qui existaient, c'était souvent des frères et sœurs et autres. C'était toujours la fille, hein, qui était Qui était équipière? Ouais. complètement pas logique parce que, normalement l'équipier, c'est quand même celui qui est le plus grand ou le plus lourd. C'est rarement la fille. Donc moi on était 2 équipages en France en fait à fonctionner dans ce modèle-là où moi j'étais barreuse et j'ai navigué toujours avec un équipier. Et voilà et ça s'est plutôt très bien passé parce que moi j'avais été vice-championne d'Europe junior, alors que j'étais même pas cadette. J'étais championne de France, je dis champion de France cadet, vice-championne de France junior, parce que voilà, parce que je naviguais avec un garçon contre les garçons. Il y avait un championnat de France féminin, hem, mais on va dire il y avait moins de les catégories féminines étaient moins marquées qu'autrefois que maintenant je veux dire Ouais. et elles étaient moins imposées parce que je crois que c'est un petit peu imposé parfois dans les clubs ou dans les esprits de certains entraîneurs, hein. Alors maintenant ça a réévolué un tout petit peu parce que enfin, grandement même parce que maintenant les séries olympiques elles sont mixtes. Mais c'est vrai que, si vous voulez, en Angleterre, à cette époque-là, c'est Cathy Foster qui représente, l'Angleterre aux Jeux, en 4-7, à la barre. Elle gagne les manches de brise. Donc donc il y avait pas de il y Il y avait avait pas de débat. non, il y avait pas de débat, il y avait pas de question, en fait. On se posait pas vraiment la question, on naviguait, voilà, soit avec sa sœur, soit avec son frère, soit, avec son copain. Enfin bref, mais il y avait pas cette espèce de structure un peu féminine et masculine, quoi. Hem, Est-ce que j'ai lu aussi dans ce papier là de Voile et Voilier, qui dressait ton portrait t où le titre était celui-ci, hein, c'était une de tes citations, «Séparer les hommes des femmes, c'est une discrimination». C'est ce que, qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase-là, Christine? Ben, en fait, c'est vrai que moi, quand la voile est devenue féminine au jeu, en 4-7, moi, j'ai très mal pris, en fait. Je trouvais que c'était vraiment m'empêcher de naviguer avec un garçon contre des garçons et je trouvais que c'était vraiment, m'imposer quelque chose de très restrictif, alors que moi, j'avais des titres avec un garçon contre des garçons et c'est vrai que j'ai vraiment mal pris, hein. Je trouvais que c'était pas normal, quoi. Alors après, c'est vrai que moi, je pense que ça a été une bonne chose évidemment, parce que ça a permis à plein de femmes dans le monde entier d'accéder à haut niveau, parce qu'il y a des structures qui se sont mises en place qui n'existaient pas. À avoir des entraîneurs, avoir des structures, et de faire monter beaucoup de femmes dans le monde à un niveau olympique et à un niveau international. Ça, je trouve que c'est vrai que c'est évidemment une bonne chose. Après, quand je dis que c'est une discrimination, moi, ce que je ne supporte pas, c'est Allons-y. mais ils le savent souvent les gens. C'est dans les classements, de je sais pas, du championnat, J70, J80, les séries Ah, qu'il y a un classement féminin? qui a un prix qui a un Ah! prix pour la première fille, ou le premier équipage féminin qui parfois fait 25e ou, je veux dire ça enfin,
Enfin, je ne comprends même pas que les filles se satisfassent de ça parce que l'on soit, enfin, que l'on ait un bouquet de fleurs, si on fait dans les 3 premiers ou autre, pourquoi pas? Je trouve ça plutôt sympa. Mais que des équipages comme moi je l'ai vu à un national, J80 où les 2 équipages féminins étaient derniers, avant-derniers et que le premier équipage féminin qui est avant-dernier, arrive en comment dire? En étant hyper joyeuse, sur le podium pour récupérer son prix alors qu'elle est avant-dernière, mais moi je me serais cachée quoi. Et c'est vrai qu'en ça, je trouve que c'est une discrimination et c'est dommage que ça perdure parce que très souvent il y a un prix. Il y a des prix qui sont faits pour les premières filles et moi je considère que si on navigue à armes égales, on navigue à armes égales quoi et puis, aut autant je pourrais comprendre que l'on fasse des prix pour les jeunes, pour les mineurs, enfin pour les très jeunes, Oui, comme sur la solitaire, par exemple, où tu as le classement oui, bisu, par du exemple. Mais tu mais mélanges hommes et femmes. Mais en dériveur, en J80 et tout, il y a pas de raison, quoi. Enfin, c'est soit on navigue à armes égales, soit on navigue pas à armes égales, mais si on navigue à armes égales, il y a pas de raison de faire un prix pour une femme, quoi. C'est pour la première fille et d'autant plus si elle est pas très bien classée parce que je trouve que c'est dire, bah, c'est déjà vachement bien pour vous de faire 20e, quoi. Enfin, moi, je le prends, pas du tout comme une valorisation des femmes, mais à l'inverse, de dire: «Bah, c'est déjà bien pour vous de faire telle place, donc c'est pour ça qu'on vous donne un prix». Enfin bon, moi personnellement, je trouve que c'est aller contre la reconnaissance et voire le respect des femmes que de faire ce genre de choses, en fait. Et comment est-ce que tu trouves que ça évolue, aujourd'hui, alors que ce soit, je serais tentée de te parler des quotas, tu vois? Sur la Volvo, sur la coupe, sur le CLGP, est-ce que ça évolue dans le bon sens? Bah, ouais, Alors je il faut pense savoir que Christine me fait un petit sourire, derrière lequel il y a sans doute beaucoup de choses. ouais. En fait, je suis partagée parce que je pense que c'est une bonne chose, hein, parce que ça fait monter les filles, mais d'un autre côté, le fait que ce soit, comme tu dis, imposé, Imposé? c'est Mmh. pas naturel. Donc je pense que ça a été presque excessif ces dernières années parce qu'il y a eu du coup, il y a eu il y a un manque de filles d'un certain niveau. Je crois que ça s'est passé sur la Transat Paprec où les garçons n'arrivaient plus à trouver de filles parce qu'elles étaient en même temps sur la Volvo, enfin sur l'Ocean Race, je pense qu'on fait pas du jour au lendemain, des femmes qui ont un très bon niveau. Ça n'existe pas. Enfin, c'est la voile, comme on l'a dit, c'est des années d'expérience, hein. C'est un sport qui est très complexe. Donc, on peut faire des bonnes manœuvrières, mais des bons équipiers, des gens qui ont un sens marin, qui connaissent très bien les régates, et cetera, ça se fait en des années et des années. Donc, du jour au lendemain, on ouvre les portes de façon imposée à un tas de femmes. Hem je pense que c'est forcément, il y en a qui en ont bénéficié, qui en bénéficieront parce qu'elles sont encadrées, poussées, et je pense que c'est bien, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu peut-être un peu rapide. Enfin, ça m'a fait un peu halluciner. C'est vrai que ces derniers temps, une fille qui fait elle faisait ce qu'elle voulait en fait. La CLGP, l'Ocean Race, les transats, Après, c'était l'occasion aussi d'accéder à ces circuits-là, où il y avait pas vraiment d'accès, bah, oui, mais l'accès, moi, pour moi, elle se fait par le niveau et non pas par les quotas. le genre. Mmh. Voilà. Je trouve que c'est bien, mais que ça a été, en tout cas au niveau olympique, ça a été progressif, c'est vrai, parce que ça s'est fait, à partir de 88 et ça a été les filles ont été encadrées, elles ont navigué dans chacun de leurs pays et c'était assez progressif. Je trouve que l'ouverture qui s'est produite essentiellement, sur les grandes courses, françaises, entre autres, du jour au lendemain, je trouve que ça a été, rapide. Je suis pas contre, mais je trouve ça un peu étonnant quand même. Faudrait avoir l'avis des garçons, en fait. Les garçons qui doivent naviguer avec des filles, quoi. Parce que je trouve que c'est pas moi j'en connais, hein, qui sont très, très bonnes, les filles, hein. Je dirai pas leur nom, mais il y en a qui sont vraiment très bonnes, que je respecte énormément, qui sortent souvent du dériveur, à l'origine, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, justement. Mais je pense, que c'est pas le cas de toutes, quoi, en fait. Donc, je trouve que pour celles qui le méritent, c'est vraiment très, très bien, ouais. Alors tu parlais de 88, et de justement les jeux notamment qui vont devenir, voilà, féminins et notamment en 4,70. J'aimerais bien qu'on revienne sur ces années-là justement et là elle fait une petite moue Christine Briand. Et donc ton association avec, Claire Fontaine, vous avez quand même tout déchiré toutes les 2. Ah, c'est pas toute seule, hein. Il y avait à l'époque Florence Lebrun,
Elisabeth Levaillant, on n'était pas toutes seules, hein, mais c'est vrai qu'on a été, championne du monde, 2 fois vice-championne du monde, voilà, on était sans doute on méritait d'aller aux Jeux. Après, les 2 autres aussi, hein, mais c'est vrai qu'on a été en fait, il y a eu, c'était le début de ce qu'on appelle, les Black Flags, hein, Les départs, prématurés et puis donc ça existait, mais en fait, pour les jeunes, ça va les faire rire, mais à l'époque, il y avait pas, avant le Black Flag, quand ça n'existait pas, on passait parfois des journées entières à faire des départs. Moi, je me souviens d'un championnat du monde de 420, en Espagne, où on passait des journées à prendre des départs et c'était des rappels individuels, ou des rappels généraux tout le temps, tout le temps, tout le temps et on faisait pas de régate dans la journée. Donc ils ont inventé le Black Flag. Et nous, en fait, on a eu un Black Flag à la semaine de hier, de qui était hier. une des épreuves de la sélection olympique. Il y avait 3 épreuves en tout. En fait, c'était hier, Medemblik et Wimous. Donc en fait, hier, ça nous coûte très cher, d'avoir le Black Flag et après on fait 2e, au niveau international à Wimous et à Medemblik et 1re française. Mais par le jeu des points, parce c'était mathématique et bon, on peut toujours discuter aussi des sélections olympiques entre le mathématique et le non mathématique. Moi, je pense que le mathématique, il est pas discutable, hein. Le nominatif, je pense que c'est bien, parce que moi, je connais d'autres personnes qui ont loupé les sélections olympiques pour des casses ou des choses et qui auraient sans doute dû y aller. Au moins, le mathématique n'est pas discutable. Le nominatif, si le nominatif réussissait à être complètement impartial, ça serait bien, mais après il y a toujours des suspicions d'entraîneurs qui préfèrent tel coureur ou tel coureur. Mais bref, toujours est-il que nous, on n'a pas été sélectionnés. Claire est allée en tant que remplaçante à Séoul, hem, parce qu'elle pouvait à la fois barrer, équiper, qu'un remplaçant doit être le plus, comment dire, Polyvalent? le plus polyvalent possible, ouais. Mmh. Vous aviez quel caractère toutes les 2? Il ressemblait à quoi votre duo sur l'eau? C'est difficile à dire ça. Je sais pas en fait, moi c'est quand le 4-7 est devenu olympique, moi je considérais que moi Claire Fontaine, je l'ai regardée avec des grands yeux émerveillés parce qu'elle était une des rares, justement à naviguer en 4,70, au plus haut niveau, avoir fait la sélection pour Kingston. Je savais que c'était vraiment de loin la meilleure équipière, hein, évidemment, celle qui avait la meilleure équipière française, qui avait une expérience, que personne n'avait. Et elle, elle est venue vers moi, parce qu'on habitait déjà à La Rochelle toutes les 2 et puis qu'elle devait penser aussi que moi j'étais plutôt une bonne barreuse. Donc bah, nous, on a toujours, on avait une différence d'âge quand même, mais donc on n'était pas je dirais qu'on n'était pas amies, d'école quoi, hein, mais on a toujours été, très respectueuses l'une de l'autre, on sait que c'est pas facile, hein, on a passé 9 ans ensemble. Mmh. Donc c'est un peu une vie de couple, hein, vous voyagez ensemble, vous dormez quasiment ensemble, vous partagez des très, très bons moments ensemble, mais aussi des défaites. Moi, je me souviens à Antibes lors de ski yachting, je pense, on dormait chez des amis de Claire, mais bref et on va au supermarché et moi, j'avais un carnet de chèques, enfin, on avait un carnet de chèques commun parce que c'était le plus simple quand même et donc Oui, elle là, avait la vie de couple avec le compte commun, tout ça, Ouais, quoi. complètement et je me souviens, c'était un petit peu moins habituel, à cette époque que maintenant et moi je fais un chèque à un supermarché et en fait la dame, elle regarde le chèque et elle voit Brillant Fontaine. Elle nous regarde en se disant: «Ah c'est rigolo ça, c'est un couple, c'est un couple, c'est c'est un couple homosexuel» et c'était rigolo. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, on vit ensemble, hein, donc non, non, donc ça s'est toujours, bien passé. Je trouve qu'on a de toute façon, moi, je gueule pas sur l'eau, je suis incapable. D'ailleurs, je suis aphone, oui, c'est pas je dis pas je suis aphone, c'est pas parce que j'ai gueulé, mais c'est parce que j'ai un gros rhume. Mais moi, les gens qui me connaissent, ils savent que sur l'eau, moi, je suis hyper calme, hein. Je ne gueule pas. Je crois que ça sert à rien de gueuler sur un bateau. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas, je supporte pas. Il y a une différence entre naviguer avec un garçon et naviguer avec une fille? Non, je pense pas. Enfin, moi, ça m'a entre une fille qui navigue très bien, un garçon qui navigue très bien, en tout cas, entre Claire et d'autres équipiers, moi, j'avais eu la chance en Championnat d'Europe junior dont on parlait tout à l'heure, d'avoir le meilleur équipier français en 420 de l'époque, hein. Hem, je trouve qu'il y a pas beaucoup de différence dans la mesure, je pense qu'il faut avoir des objectifs communs et à la mesure où les objectifs sont communs, c'est pas un problème. Par contre, ce qui est assez différent, c'est de, naviguer
sur un gros équipage, hein, Volvo ou autre, même, Alstom et cetera, entre un équipage garçon, enfin mixte, à partir du moment où j'étais à Oui, bord avec Jerry Transo par exemple, à partir du moment où je suis à bord, c'est mixte. Je trouve qu'avec un équipage garçon et un équipage fille, c'est assez différent. Moi, sur la Volvo, par exemple, je me suis rendu compte que les filles, pour fonctionner, pour au minimum bien fonctionner, doivent au minimum avoir des relations, de respect et peut-être pas amicales, mais n'est pas loin. et ouais, et les filles vont L'affect entre en jeu? ouais, l'affect rentre en jeu et les filles sont beaucoup plus solidaires. Enfin, si une a un problème, elle va l'aider, j'ai trouvé que sur la Volvo, on a eu des moments un peu compliqués parfois, hein, et il y avait beaucoup de nationalités à bord, mais il y a ce lien qui existe et je pense qu'il est indispensable à un équipage. Enfin, moi, je sais que je me suis toujours super bien entendue avec mes équipières. J'avais du plaisir à naviguer avec elles en match race et tout. De toute façon, je serais incapable de naviguer avec des gens que j'aime pas moi, donc heu et il y a toujours ce lien qui existe et je pense que les filles en ont besoin. On va revenir évidemment sur, la course au large, Christine, sur, la Whitbread, sur, la Volvo. Mais quand même, je voudrais qu'on puisqu'on l tu l'as dit assez vite, mais je sais que c'est quand même, ça fait partie des moments, difficiles de ta carrière. Cette non-sélection aux Jeux olympiques de Séoul, tu l'as dit, on l'a lu qu'effectivement, ça fait quand même partie sans doute des moments les plus, difficiles à encaisser de ta carrière. Hem, Tu es du genre à te relever comment de ce genre de moment? Comment est-ce que qu'est-ce que tu mets en œuvre pour justement passer à autre chose? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour, passer à autre chose ou pour digérer cette non-sélection? Bah, c'est vrai que ça a vraiment été compliqué parce que c'est un objectif, de vie sportive, hein. C'est clair que pour les sportifs de haut niveau, je pense que les jeux, c'est le graal. Moi, j'avais 2 grâles, c'était la les jeux enfin, les titres, de champion du monde, c'est un champion de France, parce que je pense que le premier titre de champion de France, cadet, c'était pour moi, magique, hein, son premier titre. Premier titre de champion du monde, les jeux et la Volvo. Et donc c'est vrai que moi les jeux, c'est surtout quand vous êtes un petit peu considéré comme, La meilleure? ouais, favori, c'est un peu compliqué de pas y aller. Moi, j'avais l'exemple de mon père, hein, qui est allé à Mexico en plus, donc c'est pour ça aussi que moi je pense que je voulais aller aux Jeux parce que moi quand j'étais petite, j'avais vu le défilé à Mexico, enfin ça fait partie aussi un peu de la culture familiale. Et en plus, pour la petite histoire, moi, je l'ai fini quasiment à l'hôpital, hein, pour une de mes opérations de hanche pendant Séoul. Donc en plus, c'était un peu le pompon. Mais c'est vrai que c'est difficile. Bah, c'était difficile, hein. Moi, j'ai mis un moment, hein, à m'en remettre. J'ai pas fait une dépression, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile à surmonter. Bah, après, le bateau a cette, c'est la voile, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, hein, c'est une pratique qui se fait, sur du long terme, hein, donc j'aurais fait un autre sport, peut-être qu'après les Jeux, ça aurait été fini parce que pour diverses raisons, ça aurait été fini. Là, vous avez la chance de faire un sport avec plein d'autres disciplines, le match race, la course au large, donc vous prenez un autre objectif qui là, entre autres, c'était la Volvo. Parce que moi, je trouvais que faire la Volvo, ça faisait quand même partie, dans la voile, hein, Des des summums? sports. Enfin, pour moi, il y avait les Jeux, la Volvo et la Coupe d'Amérique, hein. Donc ça faisait partie des summums mais après j'ai fait la Volvo, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile, mais moi, ça restera toujours un petit peu un regret dans ma vie de ne pas avoir fait les Jeux, hein. C'est évident que le défilé, enfin, c'est l'épreuve en elle-même, mais c'est tout ce qu'il y a autour, hein, tout ce que ça peut représenter d'un point de vue, emblématique, hein. C'est normal, hein. Je pense que c'est tous les sportifs, veulent faire ça, hein. Et en fait, tu on je te on ouvre ce petit chapitre Jeux olympiques, que nous refermerons après, mais il y a aussi cette histoire après toi en 88, tu te mets à faire du match race. Le match race n'est pas encore aux Jeux olympiques et il viendra aux Jeux qu'en 2012, je crois, donc vachement plus tard, et là, tu n'iras pas non plus parce que pas assez pas assez jeune? Ben, en fait, c'est vrai, on va dire, tu es au courant de tout, toi. En fait, c'est vrai quand ils ont mis longtemps à mettre les Jeux, à mettre les match race aux Jeux et Ouais. c'est vrai que nous, on était à l'époque, dans un premier temps, le meilleur équipage français. Après, il y avait Claire Leroy aussi. C'est vrai que moi, j'imaginais qu'on irait aux Jeux en match race.
2004, on en parlait déjà, 2008 et après 2012, bah, c'est vrai que c'est alors oui, c'est vrai que moi, on nous a refusé, enfin, on m'a refusé, hein, alors que normalement, les 10 premiers à aller aux championnats du monde, c'était aux Bermudes, hein, et la fédé prenait en charge les 2 premiers les équipages français qui étaient dans les 10 premiers mondiaux. Et là, moi, on m'avait répondu que j'étais trop âgée. Hem Alors que ça fait quand même un petit moment, hein, alors que moi j'ai formé je sais pas combien de dizaines, de centaines d'équipiers et que comme on disait, hein, la voile c'est une accumulation d'expérience et il y a l'exemple de Paul Elvström, de Santiago Lange, donc ça j'ai trouvé ça un peu ridicule. Bon et puis après c'est vrai que, tout le barnum, on va dire, équipe de France, les contraintes, le cadre qu'impose un peu la fédération, et cetera, ça correspondait peut-être plus forcément en 2012 à mon style de vie, hein, mais c'est vrai que j'aurais aimé aller, à la première, comment dire, aux premiers jeux olympiques qui étaient, ouverts, au Match-Race. C'est dommage d'ailleurs, ça a duré qu'un an, Mmh. enfin qu'une fois. Donc voilà, c'est vrai que j'avais oublié ça, Hélène. C'est la seconde fois où ça m'a passé un peu sous le nez, ouais. Bon, si les jeux se sont refusés à toi, ce qui s'est pas refusé à toi, c'est cette Volvo. Alors Whitbread d'abord en 88 avec, EF Éducation et donc Christine Guilloux. Tu nous racontes ce moment-là, cet équipage-là, cette, Volvo cette Whitbread qui en plus va, passer par La Rochelle, en mai 88. C'était quoi ce Graal-là? Alors c'est rigolo parce qu'en fait, il y avait, à l'époque, il y avait la soirée UNCL qui était pendant le salon nautique et on se retrouve à une table avec, notre quatuor là. Il y avait Anne Cambier, Catherine Chabot, Christine Guilloux et moi et on discute. Sacré nom quand même, hein, que tu viens de citer, vous Je fais 4. aussi avec, toutes les 3 on a fait du match race aussi. Ouais. Et donc un peu en fin de soirée, pas éméché, hein, mais un peu en fin de soirée, je crois que c'est moi qui dis: «Alors les filles, on devrait faire la Volvo, enfin la Whitbread» et les 3 me regardent et me disent: «Bah, ouais, OK, c'est une bonne idée». Anne: «Ouais, c'est une bonne idée ça. OK, on va faire ça», comme si on avait fait à la régate du dimanche le lendemain et donc nous voilà partis là-dedans. Ça a quand même créé Challenge Océane à l'époque, Ouais, une association qu'on a créée, donc Christine Ockrent était la présidente. bien Heu, sûr. à ce moment-là, Anne a commencé à travailler chez, société Icori, qui s'est hyper investie là-dedans. Donc on a monté des projets, des budgets, Anne s'est C'était énormément facile à quel point à l'époque? Pardon, hein. excuse-moi? C'était évident, facile, difficile à quel point à l'époque justement de monter ses budgets, de C'était difficile surtout en France où la Whitbread était pas très connue et où toutes les courses internationales, on va dire, sont moins connues que les courses françaises, hein, bien telles sûr. comme le Vendée Globe ou la Route du Rhum. Donc c'est vrai que c'était pas évident, c'est des gros budgets. Donc honnêtement, il y a énormément d'énergie qui a été mise là-dedans, de la part de Frédéric Léonard, de Anne, et il y a eu quand même dans tout ça, dans Challenge Océane, il y a quand même eu des retombées, hein, parce qu'on a fait le tour de l'Europe sur Whirlpool. Bien Catherine sûr. a récupéré le budget pour faire, 2 Vendée Globe. Il y a eu, Québec-Saint-Malo, il y a eu pas mal de pistes, hein, ouvertes, mais ça n'a jamais débouché sur la Whitbread. Donc pendant ce temps-là, il y a donc un projet suédois qui s'est créé, où Christine est allée dans un premier temps, rejoindre les Suédois à Göteborg. Et ça, par contre, c'était un projet qui était viable, hein, qui allait évidemment se faire, hein. Donc c'est Christine y est allée, de nous 4, il y a elle est la première à y être allée et bon, Catherine, je pense qu'elle était partie sur d'autres projets. Et puis après, bah, moi, j'ai rejoint Christine, quelques mois avant le départ de la Whitbread, hein et puis on a fait toutes les 2. Christine a été, skipper. Moi, j'étais plutôt responsable, enfin barreur et un peu et tactique et il y a, dans les francophones, on va dire, il y avait aussi Kini Parade qui était avec nous. Ah mais Donc oui, Kini, bien et sûr. on était Suissesse. 3, sur ce projet suédois, Whitbread, EF Education, ouais. Et la deuxième fois? Moi, je l'ai fait sur un Mersportoo, avec Grand Dalton, où en fait, j'ai fait la fin. J'ai fait la fin parce que 2001-2002,
escale à La Rochelle aussi et elles démattent les filles sur l'étape, avant d'arriver aux États-Unis et là, Lisa McDonald, m'appelle en me disant, «Écoute, voilà, il nous manque quelqu'un, pour les 2 dernières étapes. Est-ce que tu veux le faire avec nous?» Donc moi, j'étais ravie de refaire, ça avec elle. On fait une très belle, dernière étape à Kiel, on fait 4, on fait devant Grand Dalton et C'est chic, hein, cette phrase. ouais et et depuis, alors depuis enfin à cause de nous en fait, parce que Grand Dalton avait dit, il avait dit à Katie Pettibone entre autres, qui avait fait la coupe sur, America Cube, qui avait navigué avec nous, qui est une super équipière et qui avait dit: «Ben, si les filles me battent, bah, je me mets un ananas dans les fesses». Donc il y a des images où on voit Grand Dalton, avec, son ananas dans le slip, à Kiel. Mais bref, Je vais c'était rechercher ces images, autant te le ah dire. oui, je pense. Mais, enfin bon, c'était une belle équipe aussi les 2 hein, EF, je trouve que c'est une équipe incroyable au niveau, logistique, organisation à terre. Moi ça je connaissais pas par contre des équipes de 100 personnes avec, 2 bateaux, les familles qui suivent la plupart du temps, les enfants, et puis toute une équipe à terre incroyable quoi. Les cuisiniers, nous quand on arrive à Cape Town, moi j'étais avec Kini dans le même appartement et on arrive toutes les 2 et on ouvre les frigos, enfin, c'est des espèces d'appartements résidence hôtelière quoi, qui étaient vraiment super confortables et quand on ouvre les tiroirs et les frigos, il y a exactement ce qu'on aime nous, quoi. Il y avait le pain noir, Kham Kini, le thé, chinois Kham Kini, c'était Il incroyable, y avait c'était quoi que tu aimais à toi, Christine? oui, moi j'aimais comme Kini, j'aimais bien. Alors on avait du jus d'orange frais, on avait, du pain, le pain un peu noir là, le pain, mais ils avaient, enfin moi je trouve que c'était un aboutissement de la volonté que les gens soient bien, qui était incroyable quoi. C'est l'équipe IF, c'était incroyable. Vraiment, je sais pas si c'est encore le cas sur les Volvo, mais les équipes à terre, enfin, je sais la nôtre, elle était vraiment géniale et ça com enfin, c'est tellement agréable d'avoir une équipe, qui cocoone comme ça dans les étapes et bah, moi, ça m'avait impressionné la qualité de l'encadrement, on va dire, CIF, sur, Grand Alton. Moi, j'y étais moins longtemps, donc j'ai eu moins l'occasion de juger ça, mais franchement sur IAF, c'était génial. Ça fait grandir comment de faire ce genre d'épreuve? Bah, ça se fait, c'est pas simple, ça se fait se connaître soi-même, hein, parce qu'en fait, sur, IF, on était quand même 12. Il devait y avoir 10 nationalités différentes, un problème de langue évidemment et c'est vrai que, il faut vivre avec les autres, hein et il faut accepter de vivre dans un le bateau, il fait 60 pieds, 18 mètres, mais c'est pas le cas, hein, parce qu'en fait, il y a déjà une cloison étanche à l'avant, à l'arrière, donc vous êtes un peu agglutinés dans 10 mètres, et vous faites une, couchette commune, avec l'autre, faut être engueulé quand vous rangez pas vos affaires, il faut des tout petits sacs dans lesquels vous mettez vos affaires, où il y a une histoire, sur IF où il y a que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais c'était tellement significatif, où il y a, que sur ces bateaux-là, il y a des ballasts, hein, des ballasts qui, quand ils sont remplis, dégueulent un peu sur le pont et donc forcément ça mouille le pont et ce qu'il y a au dans le cockpit et sur une journée, en fait, il y a, alors non, c'est un peu avant, il y a une Suédoise, Anna, qui sort en hurlant dans le cockpit en disant, en changement de quart, elle hurle, elle balance toutes les fringues qui étaient en vrac à l'intérieur du bateau. Il faisait beau, il faisait chaud, hein, c'était sous l'équateur quasiment, mais elle balance tout en disant: «Il y en a marre, ceux qui rangent pas, c'est inadmissible». Enfin bon, elle avait pas Pas tort. contente. Pas complètement tort, il y avait pas la forme, mais bah, elle avait pas complètement tort, donc tout le monde va ranger ses affaires. Si ce n'est que peu de temps après, la Anna en question, en changement de quart, elle oublie son blouson au fond du cockpit et là, le vent se lève, donc on met les elle va se coucher, on met les ballasts, hein. Les ballasts, se remplissent et forcément, bah, à un moment Bah, le donné, ça blouson, forcément. crache sur le cockpit, le blouson, personne n'y a touché et le blouson le blouson était évidemment, bah, Trempée? complètement trempé d'eau de mer, hein, donc ça sèche très mal et que quelques heures après, quand elle est ressortie pour, reprendre son quart, bah, elle a rien dit, hein. Elle a vu que son blouson était au fond du cockpit complètement, trempé, mais elle a compris le message, quoi. Donc enfin, tout le monde a compris le message, en fait. Donc mais c'est ça se passe un peu comme ça, quoi. C'est, mmh
c'est pas facile, hein, je pense que les filles qui font ça, elles ont quand même tout un sacré caractère, enfin, une sacrée expérience de vie, je pense, et on fait pas la Volvo, un peu par hasard, et donc il y a des normes à respecter, surtout que nous, latins, on fonctionne pas du tout comme les anglo-saxons. Mmh. Les étapes à terre, c'était vraiment compliqué parce que moi, j'étais kiné sur tout ce qui était, à terre, on avait tout un poste qui concernait l'entretien du bateau. Moi, j'étais avec kiné sur la sécurité et l'accastillage, et on se sentait suffisamment adulte pour savoir qu'en quelques jours, il fallait qu'on fasse tant de choses et qu'on allait savoir organiser notre planning, hein. Et ça se passe pas comme ça avec les anglo-saxons. Donc la veille au soir, ils étaient tous complètement bourrés, parce que les anglo-saxons, à partir d'une certaine heure, ils boivent de la bière jusqu'à ne plus savoir qu'en faire. Donc ils étaient bourrés. À 8 heures du matin, ils étaient là, et complètement inaptes à faire quoi que ce soit, mais ils étaient là. Et nous, nous aussi, parce qu'on leur avait essayé de leur expliquer qu'on pouvait très bien gérer notre timing, mais c'était pas possible. Donc moi, j'ai eu cette expérience aussi avec les Américaines sur America Cube, sur le Tour de France à la voile, où elles sont complètement, cadrées, elles ont un cadre qui est parfois bien, hein, parce que c'est bien d'avoir un cadre, mais elles en sortent pas, quoi. Donc c'est vrai que les latines, les latins, je pense qu'on arrive à fonctionner de façon, autonome, ou bien en laissant les responsabilités aux uns aux autres. Je pense que Dongfeng, par exemple, a super bien fonctionné sur la Volvo parce que c'était beaucoup de figaristes, hein, des Français, et que chacun sait prendre ses responsabilités. Alors que nous, il fallait que sur la Volvo, comme c'était très hiérarchique en course, il fallait que ce soit forcément, que quand, la tacticienne veut virer, il faut qu'elle en réfère au chef de gare, qui en réfère au navigateur, qui en réfère heu, au skipper. Ce qui fait, par exemple, que sur la dernière, sur l'escale de La Rochelle, avec Kiev, c'est moi qui veux absolument empanner au milieu de l'Atlantique, et que tout ce temps-là, on perd du temps à empanner, et je pense qu'on fait 4 devant, Caillard, mais on a perdu un peu de temps parce qu'il y a cette espèce de non-autonomie, cette espèce de hiérarchie qui est quand même très lourde, hein, qui a sûrement des bons côtés, mais à laquelle nous, on n'est pas habitués en tant que latins, et enfin bref, le fonctionnement était pas facile à ce niveau-là parce qu'ils ont des cadres qui parfois sont un peu idiots, quoi. Et toi, personnellement, d'avoir, coché cette, case-là, coché un de ces 3 summums dont tu parlais, tu en sors comment? Tu te dis quoi? Est-ce que tu te dis, «Bon, bah, il y a quoi après?» ou tu dis: «Bon, bah, OK, prochain défi»? Tu comment? Tu quel genre? Bah, ouais, ouais, moi, j'étais contente de l'avoir fait parce que c'est vrai que d'un point de vue humain, évidemment, c'est des courses incroyables. Moi, j'ai les bords portants, à barrer ces bateaux-là, c'est juste jouissif, quoi. Moi, je me souviens au milieu de l'Atlantique, après, enfin, en allant vers Cape Town, il y a des journées incroyables, quoi, où il fait un temps superbe, où le bateau, il monte à 30 nœuds dans les vagues. Au surf, c'est vraiment jouissif, quoi. Après, on s'en grandit d'un point de vue humain, parce que je pense que justement, vivre à 12 dans un bateau qui est quand même relativement restreint, avec des nationalités différentes, des caractères différents, on est obligé de composer avec, et ça, je pense que d'un point de vue humain, c'est super intéressant. Après, c'est vrai qu'on est assez fiers de ça. Enfin moi, en plus, je pense que ça tisse des liens énormes entre, cet équipage-là, et que, si on se retrouve, moi je les ai retrouvés après sur la course vintage de la Volvo, à Alicante, où on a l'impression de s'être quittés la veille, quoi. Ça crée des liens qui sont complètement, indestructibles. Après, c'est vrai, bah, qu'après il y a eu, l'épisode Match Race qui malheureusement n'a pas abouti sur la sélection olympique. Donc c'est un peu frustrant, mais bon, après on fait d'autres championnats, on fait d'autres choses, hein. La voile, c'est ouvert, mais c'est vrai que, quand tu dis, cocher, j'en ai coché un, mais je vais pas cocher l'autre, j'ai pas coché les jeux, quoi. Mais bon, ben voilà, ça reste, un regret, hein. Je pense que dans la vie, malheureusement, il peut y en avoir, hein. Il y a des choses qui sont, on peut pas revenir en arrière, hein. Mais après on fait d'autres choses. Bah, oui, on fait autre chose et puis comme on le disait, en introduction, pas du genre à mettre, tous tes œufs dans le même panier, Christine, parce qu'effectivement la navigation, elle prend et les régates, bien sûr, prennent énormément de place, mais on disait il y a aussi, le journalisme, c'est ça? Il y a aussi la création de waypoints, il y a aussi, la techno qui est très importante chez toi. Comment tu mets tout ça en place?
Bah, en fait, moi, j'ai un peu tendance à, déjà, être un petit peu entrepreneuse dans l'esprit, à Je crois qu'on essayer aura bien compris. à essayer de toujours dire oui aux opportunités parce qu'on se rend compte que souvent, on est content d'avoir dit oui à une opportunité, d'essayer de monter des choses qui soient, viables, qui soient, pérennes si on peut, qui tiennent la route. Enfin, j'aime pas trop les trucs qui sont un peu branlants. Tu as oublié le FIFAV, hein, le Festival Oui, bien international sûr, du je livre. l'ai dit au début. Ouais. Est-ce que ça, en fait, moi, je suis à l'origine du un peu par hasard, hein, mais je suis à l'origine du festival sur je me suis retrouvée sur l'an 1 avec, avec le créateur et après on il m'a enfin bref, il m'a refilé le bébé et puis après moi j'ai monté tout le FIFA avec Stéphane Frémont. Mais ça fait partie des choses dont je suis assez fière parce que ça maintenant c'est vraiment un Formidable festival, absolument. formidable et très beau festival. Donc voilà, mais c'est vrai que moi j'ai besoin de projets, en fait. J'ai besoin de projets qui soient, qui m'intéressent. Je pourrais, être à la retraite, mais j'ai pas du tout envie de l'être pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que on peut avoir des projets dans sa retraite, hein, mais j'ai toujours besoin en fait d'avoir des projets professionnels, d'avancer, de créer, voilà, c'est comme ça. Alors, en plus du festival, de La Rochelle, qu'est-ce qui te, et alors voile mis à part, hein, bien sûr, qu'est-ce qui te rend fière dans les choses créées justement? Parce que c'est pas rien de créer, c'est pas rien d'entreprendre. Bah, je pense que c'est déjà pas mal, hein, entre la voix, le FIFAV, bah, ouais, il y a ma société, mais après, bon, ma maison et tout ça, mais je pense que ça, c'est un peu comme plein de personnes, hein, je pense qu'il faut être réaliste quand on crée quelque chose parce que je pense que quand on veut créer quelque chose qui ne fonctionne pas bien, c'est frustrant. Donc je pense que faut à la fois avoir beaucoup d'enthousiasme, hein, mais du réalisme et puis après, c'est pas toujours facile c'est toujours facile, hein, d'avoir des bonnes idées ou d'avoir des envies, mais après les réaliser, c'est plus compliqué. Oui. Donc je pense qu'il faut avoir de l'enthousiasme, du réalisme et puis après beaucoup de professionnalisme pour réaliser tout ça. Mais écoute, Ton enthousiasme justement, qui, ne se dément pas, hein, j'ai l'impression au fil des années que j'ai la chance de te croiser de temps en temps, j'ai l'impression qu'il ne meurt jamais cet enthousiasme. ouais, ouais et c'est vrai qu'en vieillissant, on se dit: «Hop là, comment ça va se terminer cette histoire-là?» C'est un truc héréditaire? C'est un truc, hérité de ton papa, par exemple? Ouais. Moi, je pense, mon père est décédé à 92 ans, suite à une chute, on va dire. Il est rentré du supermarché avec sa voiture, il était hors de lui quand il y avait internet qui marchait pas à la maison, donc non, non, il a jamais voulu être dépassé par, la modernité. Donc c'est vrai que, c'est quelqu'un qui était complètement, au fait de tout ce qui se passait, qui lisait, qui était vraiment un exemple, je trouve, à son âge de vivacité d'esprit et d'envie de justement de maîtriser un petit peu tout ça. Mon frère aussi a largement l'âge d'être à la retraite, mais je crois que c'est a une vraie passion pour l'architecture navale, pour la création, pour les courses, pour la Canoë Américain et cetera. Donc ouais, je pense que c'est un peu familial, hein, d'être passionné, en fait. Parce que c'est aussi la passion, je pense, qui La liberté aussi, j'ai l'impression que c'est mais important. ça, c'est vrai qu'on était tous libéraux. Enfin, Philippe est libéral, papa était chef d'entreprise, mais oui, la liberté. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, ça, c'est vrai, ouais. C'est vrai de même quand on est libéral, on a l'impression qu'on peut faire tout ce qu'on veut, ce qui est vrai sans être vrai, parce que parfois, moi, Il y a des contraintes quand même, bien sûr. je rêve d'être salarié et puis d'avoir un mois de vacances tous les ans, mais c'est pas le cas. Mais d'un autre côté, je pense que je supporterais pas non plus. Donc non, mais je pense que c'est vrai qu'il y a la liberté, ouais, tu as raison. Parce J'aimerais que qu'on revienne sur, alors parmi toutes les activités que tu as pu, avoir, les postes que tu as pu occuper, il y a aussi ces 2 années de directrice de course du Tour de France à la voile. Je le souligne parce que directrice de course, autant vous dire qu'il y en a pas tant que ça, hein, on a eu la chance d'avoir Sylvie Vian comme invitée. On a aussi échangé avec, Claire Renoux qui n'est pas encore directrice de course et qui n'ose pas encore être directrice de course. Ça veut dire quoi être directrice de course sur cette épreuve, en l'occurrence,
qui était assez mythique et extrêmement formatrice. Alors quand tu insistes sur le tris, honnêtement, moi, j'ai pas senti le problème parce que, moi, le Tour de France à la voile, j'avais dû en faire 20 quand j'étais directrice du Tour de France à la voile, que j'avais, je pense, que toute la légitimité par rapport aux coureurs, qui me connaissaient, qui savaient que moi je connaissais parfaitement l'épreuve, hein. Alors je peux te dire que moi qui côtoie de très, très près un des coureurs qui a fait beaucoup le Tour de France à la voile et qui l'a remporté aussi plusieurs fois, il se souvient très, très bien de toi, à cette époque, la directrice du Tour. Et alors, il c'est quel est son souvenir? Ah bon? Justement. Oui, je pense que pour toutes les épreuves, hein, que ce soit Jacques Carès, enfin, je pense qu'un directeur de course, doit être quelqu'un qui bah, évidemment, il y a beaucoup d'administratifs, il y a un tas de choses, hein, mais je pense qu'il faut avoir une grosse expérience, de mer, de voile, hein, et que c'est encore mieux si on a l'expérience de l'épreuve que l'on dirige parce que l'on sait exactement en quoi ça consiste. On connaît, et quand on est coureur, on connaît les difficultés des coureurs, on connaît les problèmes qu'ils peuvent avoir et moi j'avais bien aimé, hein, j'avais trouvé ça super intéressant d'être directeur de course, hein. C'était une belle expérience, ouais. Même s'il y avait eu à ce Tour de France, enfin le premier en tout cas des 2, un sujet qui avait été très compliqué à gérer, sur une histoire de triche, de canot de survie qui avait été un peu modifié, et ça avait vraiment pourri complètement l'ambiance de ce Tour de France, à la voile, quoi. Et puis aussi, le Tour à cette époque-là, c'était aussi, des «jeunes» entre guillemets. Alors il y avait toutes les générations, c'est ça qui est assez génial sur le Tour aussi, hein, c'est que tu as toutes les générations qui pouvaient se mélanger, mais aussi les plus jeunes qui faisaient leurs armes sur le large. En fait, c'était vraiment une école du large, le Tour. Tu quel rapport, Christine, sur, tout ce qui est, formation, sur tout ce qui est, emmener les jeunes je pense à ton expérience, à Oman avec les jeunes omanaises, notamment à leur apprendre à faire du bateau, à les former. Tu te sens investi à quel point pour ce genre de choses? Bah, moi, je voudrais revenir sur le Tour de France à la voile qui, à mon avis, est un énorme, c'est un énorme manque, en fait, en France parce que quand on voit, moi, je fais toujours du J80 et quand on voit les Benoît Charron, tous ces gens-là, ils sortent du Tour de France à la voile et ils ont un excellent niveau grâce au Tour de France à la voile. Parce que c'était une course au large, mais c'était aussi des parcours olympiques, Bien sûr. en B et moi, je pense que ça a formé énormément de gens et que c'est un vrai manque et que ça a boosté le niveau français de course au large et de quillards, de petits quillards. La formation, moi, je n'ai pas de BPGEPS, je n'ai aucun diplôme, mais par contre, moi, j'ai toujours bien aimé enfin former des équipiers, hein. J'ai formé plein d'équipiers, d'équipières. Alors après, c'est vrai que c'est d'autant plus valorisant quand on voit que les personnes, mais même quand c'est l'échange d'experts-comptables, quand on voit que sur les 6 ou 7, il y en a un ou 2 qui se prennent vraiment au jeu, qui posent des questions, qui essaient de lire des livres avant de venir, qui progressent, hein, parce que c'est vrai que parfois ils peuvent progresser énormément en 3 jours, heu, ou bien sur du plus long terme et des gens qui sont partis de forcément pas forcément grand-chose et qui deviennent des bons équipiers. Je trouve que c'est hyper valorisant. C'est moi j'adore. Moi j'adore jouer le jeu dans la mesure où les gens aussi jouent le jeu et sont passionnés. Si on voit que des gens ils ont pas envie ou c'est un petit peu rébarbatif pour eux, ça c'est vrai que c'est très frustrant. Mais moi j'adore et moi j'aurais adoré, même maintenant j'adorerais entraîner les optimistes à La Rochelle parce que je trouve que c'est génial, des gamins d'essayer de les former, de leur apprendre, ils ont tout à apprendre et donc c'est vrai que j'ai jamais de formation officielle, hein. J'en ai fait énormément en tant que skipper, avec des équipiers, mais je trouve ça, très valorisant et c'est drôle parce que, maintenant j'ai encore ce week-end où j'étais une régate en Europe à Maubusson, il y a quelqu'un qui me dit: «Ah bah, j'ai navigué avec toi, au voile de Saint-Tropez, il y a quelques années» et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens en fait avec lesquels j'ai navigué, ouais. Quelle place, tout ça occupe et quelle place ça laisse à ta vie perso ou ça a laissé à ta vie perso? Alors c'est vrai que c'est compliqué, hein, de vivre avec quelqu'un qui enfin ça serait compliqué de vivre avec quelqu'un qui fasse pas du tout de bateau. Parce qu'en fait, moi, ça m'est quasiment jamais arrivé. Mais par contre, après, moi, je sais faire la part des choses. Moi, je sais, je pense, en fait, moi, je sature aussi
de voile, faut pas c'est marrant, après une régate, par exemple, je n'aime pas forcément aller dîner avec des gens qui me parlent que bateau. Moi, j'aime bien, faire des coupures. Moi, j'aime bien naviguer, mais j'aime bien faire des coupures avec des amis qui parlent d'autre chose. J'adore voyager et des voyages qui sont pas forcément liés au bateau. Je lis beaucoup et pas que des livres de voile. Donc moi, j'ai besoin de coupures parce qu'autrement je peux saturer aussi, mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, hein. Quand on est bateau, 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 je pense qu'au bout d'un moment, on peut saturer et moi, j'ai besoin de coupures qui sont pas forcément très longues, hein, mais j'ai besoin de coupures nettes. Bon, OK, mais on peut continuer à parler encore un petit peu bateau. Est-ce que tu as eu des modèles, des gens que tu as admirés, des gens qui t'ont inspiré? Moi, je pense que de notre génération, il y a Paul Elvström qui est évidemment, enfin, je pense que c'est pour nous un peu le dieu, hein, qui a été plusieurs fois médaillé olympique, qui l'a été, qui a navigué avec sa fille aux derniers jeux olympiques. Moi, c'est pas trop course au large, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup pour qui c'est Tabarly ou, moi franchement, forcément, enfin, il y a Shackleton, hein, mais après c'est une autre génération, hein. Ernest Shackleton, avec l'Odyssée qui, enfin, avec l'endurance en Antarctique, hein, qui a fait une odyssée incroyable et qui a perdu personne de son équipage, mais ça, c'est autre chose. Mais au niveau voile, je pense que c'est Paul Elvström. Après, c'est vrai que c'est plus, des Marc Bouette, des gens comme ça, enfin des gens qui étaient dans les meilleurs, Andy River. C'est pas trop, non, c'est pas trop course au large, en fait. Ah non, Ou mais bien c'était des gens qui ont fait les 2, hein, bien sûr. qui ont fait à la fois la course au large et la voile olympique. Mais, enfin moi le nom qui me vient en premier c'est Paul Elvström, ouais. Diego Lange parce que franchement, Santi, médaillé aux Jeux à Tokyo. Santiago Lange, l'Argentin, effectivement, qui a été, qui après, s'être battu contre un cancer, gagne les jeux olympiques en Accra, à Rio. Ouais, si vous avez l'occasion de voir, il y a 2 petits films sur son histoire qui est incroyable, où il a un cancer du poumon en n'ayant jamais fumé, 1 an et demi avant les Jeux, qui va aux Jeux, qui défile avec ses enfants, qui sont en 49ers et qui gagne, les Jeux après une médaille reste où il y a 3 pénaux. Enfin bon, l'histoire est complètement incroyable Et puis c'est et une personne, tellement, délicieuse et sympa et douce et ouais, c'est un super personnage. ouais, donc Santi, moi, c'est aussi pour moi, c'est un exemple incroyable, c'est un dieu. Mmh. Qu'est-ce qui reste comme, allez, comme case à cocher puisqu'on a parlé de cases tout à l'heure, enfin j'ai parlé de cases, mais de façon plus jolie, qu'est-ce qui reste comme, rêve, comme envie? Qu'est-ce qu'il y a Ouais, encore c'est comme vrai que c'est pas facile, hein, parce que, malgré tout, l'âge passant, les classes, changeant un peu, et puis après, c'est vrai qu'avec l'âge, on a tendance un peu à vous oublier parce que, les gens vous appellent moins pour naviguer sur leur bateau ou, donc, moi, je dirais que j'ai j'ai envie de me faire plaisir en naviguant. J'ai plus la chasse au titre, hein, donc, enfin, si ça se présente ou si, en fait, moi, essentiellement, je navigue en équipage, hein, donc à 2 ou à plus, donc il faut trouver forcément le binôme ou bien, un équipage, qui a envie de faire, une épreuve avec vous. La voile est devenue très professionnelle aussi, hein. En J70, par exemple, que je pratique, hem, en France, les Français sont pas bons parce qu'à l'étranger, c'est très, très professionnel. Il y a des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros en J70 et que maintenant, si vous avez pas des gros moyens, c'est compliqué, en fait, d'avoir des résultats aussi, hein et ça, c'est pas, donc en France, hein, la voile en solitaire, c'est vrai, on trouve des moyens pour naviguer en solitaire, mais en équipage, en J70, par exemple, c'est aucun Français ne va trouver un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros pour, payer un équipage professionnel et aller faire les épreuves à l'international, hein, c'est très compliqué. Donc moi, j'ai envie de me faire plaisir. Ce week-end, j'ai navigué en Europe, en Mote-Europe. Il y a une grosse flotte à La Rochelle. Je suis allée faire une régate à Maubuisson. Voilà, où j'ai fait 6e sur 30, où j'ai trouvé ça plutôt bien parce que pour moi, c'est pas du tout ma série. J'avais jamais fait de solitaire de ma vie, sauf depuis quelques années parce que c'était une opportunité à La Rochelle. Alors j'ai fait des jolies régates, j'ai bien régaté. Donc je pense que, j'aimerais bien voyager aussi un peu à la voile, en fait, ce que j'ai jamais fait. Mais, je pense qu'il faut être conscient de certaines choses qui ont évolué, la voile entre autres, mais pas que, et qu'il faut, pas se frustrer, qu'il faut essayer de trouver des opportunités de faire de belles régates, avec, un bon équipage, avec des gens qu'on aime bien, hem
mais il faut être réaliste et se faire plaisir. Moi, j'ai surtout envie de me faire plaisir. C'est quoi une belle régate pour toi, Christine? Une belle régate, c'est une régate où le résultat correspond aux objectifs. C'est-à-dire qu'il faut pas toujours avoir envie de gagner parce qu'on peut ne pas gagner. Nous, on fait 10 au Spi West en J80 sur 53 avec un équipage qui avait jamais navigué ensemble, avec un bateau d'emprunt qui est le bateau d'Anne Philippon, on navigue Atlantique, mais qui est un super bateau, hein. Mais voilà et je pense qu'on n'avait pas fait de J80 les uns les autres depuis plus d'1 an. Donc j'estime que, bon, on aurait pu faire un peu mieux. Il y a 2 ou 3 trucs, mais on a fait un beau championnat. Tout le monde était content parce que l'objectif était plutôt, mieux que ce qu'on avait envisagé, qu'on s'est fait plaisir, qu'on s'est bien entendu et voilà, pour moi, c'est un beau championnat. Donc je pense qu'il faut avoir des objectifs qui correspondent à la réalité. Eh ben, la réalité, c'est que tu n'as absolument pas toussé pendant cette heure de podcast, que ta voix était là, que tu n'as pas eu besoin de te moucher donc tu vois, en fait, tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christine d'avoir été, l'invitée de Navigante. C'était évidemment, passionnant. Autant te dire qu'on aurait pu passer, 1 heure de plus avec toi. On en parlera avec, l'équipe de Sailors, hein, si on peut refaire un podcast encore plus long. Mais merci en tout cas d'avoir pris le temps et puis, on va te laisser aller boire un petit thé avec du miel dedans. Ouais, bon, merci beaucoup Hélène, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Sailors. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager et si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Sailors, c'est gratuit et elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur sailors.com. À bientôt!